Bien, allez. Une nouvelle fois, bonjour à toutes et à tous. Donc nous revoici une fois par mois. Donc nous sommes bien au mois de février 2022 pour ce nouveau webinaire proposé par l'ISQ. Donc webinaire, comme vous avez pu le voir, bien sûr sur l'invitation, où on va traiter bien évidemment une nouvelle fois de l'audit de surveillance, et il y aura en fait deux parties. La première partie sera plutôt consacrée un certain nombre de points d'actualité et un focus un peu particulier sur un article de loi en lien avec l'apprentissage. Et je vous annonce d'ores et déjà pour le webinaire du mois de mars que nous aurons un focus plus particulier sur l'indicateur 27 qui fait référence bien sûr au portage salarial et à la sous-traitance. Donc voir que de quoi il en retourne, quels sont les attendus et bien évidemment de voir que peut-être que l'indicateur 27 va bien au-delà de ce seul indicateur. Alors, avec qui êtes-vous aujourd'hui en termes de présentation? Eh bien, je vais laisser la parole à Raphaël, mon binôme de webinaire. Merci Marc. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Marc, toujours le même Raphaël de Saméros, chargé de mission qualité à l'ISQ. Alors, mes principales missions consistent à créer, mettre à jour tout ce qui est procédure, process interne, pour s'assurer qu'on travaille dans des bonnes conditions, car nous sommes accrédités COFAC sur la 17065. Alors, cela implique, comme vous, d'être audité, de suivre un référentiel, d'appliquer ce qui doit être appliqué, et ainsi pouvoir délivrer les fameux certificats Calliope. Et toi, Marc, qui es-tu? Qui suis-je? Toujours le même aussi, quelques cheveux blancs en plus depuis le mois dernier déjà. Marc Verger, donc, comme vous le savez certainement, au-delà de ce qu'on peut vous voir sur LinkedIn, donc un passé dans la formation, plus de 30 ans dans la formation, et à l'ISQ, tout autant auditeur, ça c'est pour la partie Calliope, instructeur sur la partie OPQF, et bien évidemment en charge du développement et des opérations. Et ravi une nouvelle fois de vous retrouver. Bien évidemment, nous avons, au-delà de ce binôme de présentateurs, nous avons toujours notre personne cachée, toujours avec son bonnet, Benjamin, qui anime le chat, bien évidemment, et qui nous fera la session de questions-réponses en fin de webinaire. Allez, donc deux grandes parties. On va d'abord commencer par l'actualité qui nous occupe depuis maintenant un mois, presque bientôt un mois et demi. Alors exactement, Marc, comme tu l'as dit, ce début d'année 2022 est riche en actualité, en changements pour le monde de la formation. Peux-tu nous faire un premier état des lieux de ces actualités? En fait, qu'est-ce qu'on va traiter dans les slides qui viennent, dans les minutes qui viennent? Nous allons en fait pouvoir faire un rappel sur la notion de collecteur. Donc, c'est la remontée des informations des organismes certifiés auprès de la DGEFP et du ministère pour alimenter cette fameuse liste publique des organismes de formation certifiés. On fera, et j'en profiterai aussi pour dire un mot en lien avec Datadoc. On va également pouvoir évoquer le fait qu'il y aurait a priori un certain nombre d'obligations extra-réglementaires qui seraient imposées par certains financeurs publics. On parlera aussi de la désactivation des prestataires non habilités à former ou certifiés par France Compétences, et encore pas plus tard qu'hier, j'avais un organisme de formation langue près de Grenoble qui ne pouvait plus s'inscrire sur EDOF. Et on parlera aussi rapidement du BPF qui va arriver. Alors pourquoi tout ça? Bien, on s'est aperçu qu'il y a quand même pas mal de couacs depuis le début de l'année. Alors pour débuter, quelles sont les obligations de déclaration sur la plateforme Kairos? Alors Kairos, si vous travaillez avec Pôle emploi, vous connaissez bien évidemment Kairos. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un lien hypertexte qui vous emmène sur un petit document de 3 pages et qui vous explique en fait ce qu'il y a à faire dès lors que vous êtes certifié ou en cours de certification sur Calliope, sur la plateforme Kairos. Alors on nous dit très clairement que si vous êtes certifié, et ça jusqu'au 31 mars, vous avez obtenu Calliope, et donc vous devez vous déclarer comme ayant obtenu Calliope sur la plateforme Kairos. Donc là, je vous laisserai y aller et le faire, bien évidemment. On nous dit par ailleurs sur ce même document, puisque je n'ai jamais fait qu'un copier-coller du document proposé sur la plateforme, que si vous êtes en cours de certification, c'est-à-dire que vous avez conclu un contrat avec un certificateur
avant le 1er janvier. Vous avez bien évidemment jusqu'au 31 mars pour être certifié, même si le décret précisait le 30 juin, l'arrêté du 30 décembre a bien corrigé la date et vous devez être certifié avant le 31 mars. Et bien là, on nous dit quoi? Que vous n'avez rien à faire sur la plateforme Keros et que, en fait, eh bien, Pôle emploi récupère l'information pour que vous puissiez bénéficier de ces financements. La question que je me pose, et j'espère que vous trouverez la réponse, c'est comment Pôle emploi, auprès de qui Pôle emploi va donc récupérer cette information, puisqu'à ce jour, à l'ISQ, nous n'avons eu aucun appel pour des organismes qui seraient dans ce cas de figure. Alors, comme tu l'as dit également, certaines offres ont disparu de la plateforme EDOF depuis le 24 janvier 2022. As-tu des éléments de réponse pour nous expliquer pourquoi? Oui, bien évidemment, et ça va nous permettre de clarifier en fait un terme. Il y a certificateur et certificateur. Il y a certificateur Calliope, ce que l'ISQ est parmi 34 autres certificateurs, et vous avez les certificateurs que sont ceux qui détiennent soit les titres au RNCP, soit en fait des certifications déposées au RS. Typiquement ici, une copie d'écran une nouvelle fois. Je suis un prestataire de formation, je veux aller sur EDOF. Eh bien, première copie d'écran ici, on peut s'apercevoir, donc tous les petits pavés bleus vous précisent ce qui va apparaître, c'est votre espace, vous le connaissez. Et dès lors que vous avez des oui qui sont cochés sur certification qualité Calliope, ici, peu importe la couleur, mais dès lors qu'on a un oui comme action de formation ou apprentissage, eh bien, ça veut dire qu'EDOF vous reconnaît comme étant un organisme certifié Calliope sur ces deux catégories. Donc, si vous avez un problème sur EDOF, le problème ne vient pas de votre certification Calliope. Nous avons plaisir à répondre aux appels téléphoniques, nous avons plaisir à répondre aux mails qu'on nous adresse, mais non, on a bien fait notre job. Là où ça bloque, ce n'est pas sur cette partie-là. Et comment puis-je savoir si mon certificateur m'a bien déclaré comme apte à former et organiser l'évaluation? Eh bien, en fait, voici le problème, c'est que de très nombreux prestataires aujourd'hui se retrouvent bloqués parce qu'il apparaît, et là, la copie d'écran est très explicite, vous avez marqué en rouge, votre organisme n'est plus ou n'est pas habilité à former pour la certification visée. Et en fait, le problème vient essentiellement ou uniquement du certificateur, que ce soit RS ou RNCP, qui ne vous a pas inscrit sur la plateforme de France Compétences. Alors, on va aller faire un petit tour sur France Compétences. Effectivement, si vous voulez savoir pourquoi apparaît cette phrase sur EDOF, il faut tout simplement aller vous promener sur la plateforme de France Compétences. Et là, on va le dérouler ensemble. Vous allez trouver une certification. Alors, mon passé dans les langues m'ont conduit à choisir le TOEIC. Ici, donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, par exemple? Eh bien, oui, le TOEIC apparaît à 2 reprises au répertoire spécifique avec une certification qui est inactive et une qui est active. Bien évidemment, vous allez cliquer sur celle qui est active. Et que se passe-t-il? Eh bien, une fois que vous êtes arrivé sur l'espace de présentation de cette certification TOEIC proposée par ETS, vous allez en fait descendre l'écran le plus bas possible pour trouver ce petit encadré ici en rouge, la liste complète des organismes préparant la certification. C'est un lien hypertexte. Je vous invite à cliquer dessus et en cliquant sur ce lien, eh bien, vous allez pouvoir télécharger sous format Excel quelle est la liste des organismes qui sont reconnus et habilités par le certificateur à préparer et ou délivrer la certification visée. Et typiquement, qu'est-ce que l'on peut voir ici? Bon, il y en a 2 qui apparaissent, la CCI Formation, Centre consulaire de formation. Il y a le numéro de SIRET. Et si vous faites une recherche et que vous ne vous trouvez pas dans cette liste Excel de votre certification, RNCP ou RS, eh bien, c'est simplement que le certificateur ne vous a pas inscrit. Et si vous n'êtes pas inscrit dans cette liste auprès de France Compétences, forcément, vous ne pourrez pas proposer ces prestations sur EDOF et donc pas d'éligibilité de vos offres auprès du CPF. Eh bien, merci Marc pour ces éléments de réponse. Plus tôt en introduction, tu nous as dit que le BPF de cette année allait avoir un enjeu majeur. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. Et alors, c'est un enjeu, on va dire, réglementaire hors Calliope, puisque l'obligation qui est faite aux prestataires de formation est de déclarer chaque année, mars-avril, son BPF.
Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Au regard justement de la présence ou de sa présence sur la liste des prestataires certifiés, il faut savoir que la certification est attachée au NDA. Et bien évidemment, le NDA risque d'être perdu. Dans quel cas? S'il y a une cessation d'activité et ou si au moment de la déclaration, vous déclarez un chiffre d'affaires à zéro, et ou si vous ne faites pas votre BPF, et bien à ce moment-là, la préfecture va prononcer la caducité de votre NDA. Et dès lors que votre NDA est reconnu comme caduc, eh bien, vous allez forcément en fait sauter de la liste de la DGEFP comme prestataire certifié. Quand bien même vous déteniez toujours votre certificat papier ou digital proposé par votre certificateur, c'est quand même la DGEFP, elle, qui va mettre à jour sa liste. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un prestataire dont le NDA est caduc ne peut pas en fait bénéficier de la certification. Alors, petit plus, et là c'est un clin d'œil à nos amis de Centre Info, vous pouvez télécharger dès aujourd'hui sur leur site un document sur remplir le bilan pédagogique et financier 2022. Je pense que Benjamin nous a mis un petit lien dessus pour qu'on puisse le télécharger, ou en tous les cas il sera proposé dans le support du webinaire. Un support intéressant, et ça vous permettra toujours de renforcer votre conformité indicateur 23 sur votre veille légale et réglementaire. Simplement, et pour terminer ici, il existe une certaine transférabilité de la certification. La seule transférabilité aujourd'hui actée et reconnue par les textes, eh bien, c'est lorsque vous changez de région. Vous êtes en Île-de-France et comme de nombreux franciliens, vous avez pris le parti de déménager, d'aller dans nos belles régions. Là, vous allez devoir vous déclarer auprès du préfet de la nouvelle région et vous allez changer de NDA. Ceci ne remettra pas en cause votre certification. Il faudra simplement informer votre certificateur pour qu'il puisse mettre à jour votre certificat et vous continuerez toujours à être reconnu dans la liste des prestataires certifiés. Alors, comme tu as dit, Marc, depuis la fin de l'année 2021, il existe une liste publique des organismes de formation qui permet de voir qui est Calliope ou pas. Quelles sont les informations que l'ISQ transmet à la DGEFP? Alors, question essentielle, car nous avons des sollicitations toutes les semaines de la part d'un certain nombre de certifiés. Et il nous paraît important de rappeler, oui, qu'est-ce que nous transmettons à la DGEFP. Alors, d'une part, c'est une obligation qui est faite aux certificateurs, et là, vous avez le rappel de l'article de loi, c'est le 63-16-5. L'ISQ s'acquitte de cette obligation, et ce depuis le mois d'octobre dans la phase de test et depuis le 1er janvier dans sa phase opérationnelle obligatoire. Je vous rappelle aussi que les certificateurs, dans ce qu'ils remontent à la DGEFP, le font en respect d'un cahier des charges qui a été établi par le ministère, et on nous demande de remonter en fait 8 informations. Le numéro de NDA, donc ça, bien sûr, c'est la première clé d'entrée. On nous demande de remonter le numéro SIREN. Je suis navré, bien sûr, de reconnaître que France Compétences raisonne par SIRET, mais en tous les cas, ici, la DGEFP nous demande votre numéro SIREN et pas vos numéros SIREN, non pas SIRET. On nous demande de préciser si pour les 4 catégories d'actions, vous êtes ou non certifié. Et on nous demande également depuis quelle date vous êtes certifié et jusqu'à quelle date vous le saurez, puisqu'il y a toujours ces 4 ans ou 3 ans. Alors, la transmission, elle est quotidienne. Nous le faisons tous les jours, aux alentours de 16 heures. Cette remontée est bien sûr automatisée, en sachant que, bien évidemment, nous ne remontons pas certaines informations qui vous posent quelquefois difficulté ou qui peuvent poser une difficulté côté financeur public. Gardez à l'esprit que si on ne remonte que le NDA et le SIREN, eh bien les dénominations, donc vos noms, et ça c'est la DGEFP qui va incrémenter ces informations, et généralement c'est le nom qui se trouve sur votre BPF. Donc il se peut que ce ne soit pas votre marque commerciale, mais ça c'est la DGEFP qui gère, ce ne sont pas les certificateurs Calliope que nous sommes. Nous ne remontons pas les adresses, et là aussi, c'est la DGEFP qui va les incrémenter ou pas. Le SIRET est lui aussi incrémenté par la DGEFP. Donc là aussi, nous n'avons pas la main sur ces éléments et nous ne pouvons rien faire pour vous, bien évidemment. Alors, je sais que
certains prestataires multisites nous ont remonté des difficultés rencontrées avec des certificateurs puisqu'ils ne trouvaient pas les différents sirets des établissements. Eh bien, sachez malheureusement qu'en plus, il n'y a aucune obligation de préciser les numéros siret des sites certifiés sur le certificat. Maintenant, les financeurs publics devraient savoir que la loi précise qu'on ne peut pas exclure un site du périmètre de la certification. Donc, si vous êtes certifié, ça veut dire que l'ensemble de vos sites le sont. Et par quel biais se fait cette remontée? Alors, la remontée est automatisée. Et là, donc, vous avez une copie d'écran en fait, donc, du site sur lequel on peut voir les remontées, l'état des remontées. Donc là, vous avez une copie d'écran sur les remontées du 4, du 5, du 6 et du 7. Car oui, c'est automatisé. Donc, ça fonctionne aussi le samedi et le dimanche. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, à l'ISQ, sur les 4 dernières journées, nous avons eu une remontée d'informations qui est passée complètement auprès de la DGEFP pour alimenter et mettre à jour. Elle aussi, la mise à jour est quotidienne côté DGEFP de la liste des certifiés. Et que se passe-t-il si la remontée des informations rencontre un problème? Alors ça, c'est un point important. Si pour quelque raison que ce soit, votre NDA devait être reconnu comme caduc ou en tous les cas inactif, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, on le sait, nous, le jour même, à partir de 16 heures, nous sommes informés de quels sont les NDA qui ont pu être bloqués lors de la remontée d'informations. Tout de suite, et dans les 24 heures ouvrées, l'ISQ va prendre contact avec le dirigeant de l'organisme concerné ou le contact que nous avons. Et là, ce contact se fait par téléphone, il est confirmé par un mail et on vous laisse 2 mois pour en fait régulariser la situation auprès des pouvoirs publics pour que votre NDA soit réactivé sans que nous sachions, nous, pour quelle raison il est devenu inactif. Passé ce délai de 2 mois, si votre NDA est toujours inactif et ou caduc, là, par contre, on va vous signifier une suspension de votre certification par courrier recommandé et on vous laisse à ce moment-là 2 nouveaux mois pour toujours tenter de régler votre problème. Si malheureusement, au bout du 4e mois, votre NDA est toujours caduc et ou toujours inactif, à ce moment-là, eh bien, le certificateur va être, en tous les cas pour l'ISQ, devra prononcer le retrait de votre certification. Et si d'aventure, vous souhaitiez à nouveau être certifié, il faudrait recommencer la démarche à zéro. Maintenant, le fait d'être suspendu n'a pas tant d'impact sur votre présence sur la liste en fait, des organismes certifiés, puisque c'est dès le jour 1 que la DGEFP va vous ressortir de la liste. Donc, en fait, ce n'est pas le certificateur ici qui va vous faire disparaître, mais c'est bien la DGEFP du fait de la caducité ou de l'inactivité de votre NDA. Bien, merci Marc pour toutes ces informations. Un autre problème rencontré par certains prestataires qui sont certifiés Calliope, mais qui n'apparaissent pas sur la plateforme Parcoursup. Que doivent-ils faire pour apparaître? Alors, il est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà remonté, on en avait parlé au mois de janvier. On ne va pas s'étendre sur le sujet, n'étant déjà d'une part pas spécialiste sur Parcoursup, et en plus on ne peut pas être là pour vous conseiller sur ce qu'il faut faire. Simplement, l'encadré bleu de ce slide est très important. À ce jour, les Cariforef, donc défi métier pour les franciliens, par exemple, eh bien, dans un des documents d'information qu'ils ont mis en ligne au mois de décembre, précise que les UFA sont juste des lieux de formation. Ils ne doivent pas référencer leur offre de formation. Donc, en fait, nous nous sommes aperçus que les problèmes viennent généralement, en fait, tiennent au fait que ce soit des UFA et non pas des CFA en tant que tels. Donc là aussi, voir ce qu'il faut faire, mais clairement, une UFA ne pourra pas être sur Parcoursup, sauf à ce qu'il y ait modification des décisions côté Cariforef. Et nous n'avons pas écho à ce jour des velléités de changement. Très bien, Marc. Alors maintenant, nous allons aborder un point que nous avons jugé important. Cela concerne l'apprentissage, comme tu l'as dit, et plus particulièrement sur 2 indicateurs qui ont plus d'impact et de répercussions que l'on pourrait croire de prime abord. Alors, peux-tu nous en dire plus? Oui, alors c'est vrai qu'on a voulu illustrer et pour apporter un petit peu de changement par rapport à la présentation, je dirais, stricto sensu sur le livre de surveillance, parler de cet article 6231-2. Et oui, on est entouré d'articles de loi. Cet article, lorsque vous regardez le guide de lecture, eh bien, vous le retrouvez dans l'indicateur 10 et dans l'indicateur 12. Et cet indicateur fait référence à
14 missions qui sont assignées en fait au centre de formation par apprenti. Et sur les quelques slides suivants, c'est surtout que vous puissiez, l'idée c'est qu'on puisse bien appréhender que les attendus de ces 14 missions, on va les retrouver en fait disséminés bien au-delà des indicateurs 10 et indicateurs 12 et surtout peut-être mettre en avant un point de vigilance particulier que nous invitons à bien prendre en compte dans la perspective de l'audit de surveillance. Typiquement ici, le petit tableau, quel est son objectif? Un objectif simple. On a pris ici la mission numéro 1. On nous dit qu'un CFA, sa mission, c'est d'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, etc. etc. Je ne vais pas vous lire l'ensemble des missions, mais on vous a mis au regard de cette première mission, eh bien, où est-ce qu'on va pouvoir potentiellement retrouver cette mission? Tout autant dans l'indicateur 1, vous êtes censé informer. L'indicateur 4, vous êtes amené à analyser des besoins. L'indicateur 6, qui fait référence à des adaptations. Indicateur 9, où là aussi vous êtes censé informer sur le déroulement des prestations. L'indicateur 10, qui fait lui aussi référence à de l'adaptation. Le 14, qui fait référence, lui, à l'accompagnement des bénéficiaires. Le 15, où vous devez informer les apprentis de leurs droits et devoirs. Le 16, où on nous dit qu'il faut respecter les exigences de l'autorité de certification. Le 20, pour les CFA, puisque l'auditeur doit identifier qu'il est le référent handicap du centre de formation d'apprentis. Et le 26. Et il en va de même, et c'est pour ça qu'on vous laissera découvrir tous ces éléments, mais gardez bien à l'esprit que les 14 missions ne sont pas uniquement observées, auditées dans l'indicateur 10 et le 12, mais c'est qu'en fait, l'auditeur, dans le déroulement de l'ensemble des indicateurs, va pouvoir aussi appréhender dans quelle mesure vous respectez bien vos 14 missions. Et ici, un petit focus sur ce qui est vraiment ici surligné en rouge, l'indicateur 7, on nous dit vous devez, en tant que centre de formation des apprentis, favoriser la mixité au sein de vos structures en sensibilisant qui, et c'est ça qui est important, les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis. Pourquoi avoir ce point de vigilance? Aujourd'hui, on s'aperçoit clairement que très souvent, eh bien, le job est fait et il y a une sensibilisation qui est faite auprès des apprentis, dans le livret de l'apprenti, dans le livret de l'alternant, peu importe comment vous l'appelez. Par contre, très souvent, on s'aperçoit qu'il y a un déficit de sensibilisation, soit d'équipe pédagogique, et encore plus côté maître d'apprentissage. Donc, n'oublions pas, si on devait garder ici une conclusion, reprenons les 14 missions de cet article de loi et assurons-nous eh bien, que l'on respecte bien et que l'on s'adresse bien à l'ensemble des publics définis par l'article de loi et pas uniquement aux apprentis. Donc, formateurs ou équipes pédagogiques et maîtres d'apprentissage, vous les retrouvez également dans la mission numéro 9. Donc ça peut être source d'une non-conformité majeure dans certains cas. Donc à bien garder à l'esprit. Donc voilà pour ce focus. On aura un focus, je pense, lors du mois de mars sur la sous-traitance peut-être un peu plus complet, mais il est vrai qu'on a dû le réduire du fait de l'actualité présentée juste avant. Voilà. Donc, merci Marc pour ces informations concernant l'actualité et cet article de loi qui concerne l'apprentissage. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie qui concerne plus l'audit de surveillance. Donc, pour les personnes qui souhaitent nous quitter dès maintenant, vous pouvez le faire et les personnes qui sont intéressées peuvent rester parmi nous. Alors, ce petit message, parce que certains nous suivent en fait chaque mois, donc c'est vrai que là, on a quand même revu la présentation un petit peu plus visuelle, mais sinon, c'est bien sûr la base de ce qui a été présenté le mois dernier. Alors, à qui s'adresse cette seconde partie de webinaire? Alors, vraiment, ça s'adresse à tous les certifiés, qu'ils aient été certifiés avec un outil initial complet ou aménagé, et ceux qui auraient en plus, avant l'audit de surveillance, mis en place un audit d'extension, soit de site ou de catégorie d'action. Très bien. Petite question d'ordre pratique avant de commencer. Je souhaite réaliser un audit d'extension de catégorie, apprentissage par exemple. Est-il plus judicieux pour moi de le faire avant ou après l'audit de surveillance? Alors, cette question sur
quand dois-je faire un audit d'extension si je n'ai pas encore programmé mon audit de surveillance? C'est vraiment une question importante à se poser. Vous avez ici l'illustration avec un organisme qui fait un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros qui était certifié sur la formation pro parce qu'il accueillait certainement des contrats pro. Il souhaite se lancer dans l'apprentissage demain. Eh bien, un audit d'extension de catégorie, s'il le fait avant la surveillance, représenterait 2 jours et demi d'audit d'extension de catégorie et derrière un audit de 2 jours. Là, en fait, on reprend les textes de loi pour calculer. Donc, 1,5, c'est la durée de base plus la catégorie, ça fait bien 2 jours et demi. Par contre, dans cet exemple précis, si vous deviez faire l'audit de surveillance avant l'extension, eh bien, on s'aperçoit que vous pourriez gagner une demi-journée. Alors, une demi-journée d'argent, une demi-journée aussi de mobilisation de vos équipes. Donc, il est vrai que dans ce cas particulier, la stratégie pourrait être de se dire « je fais d'abord ma surveillance avant de faire l'extension ». Maintenant, on invite tous les certifiés à se rapprocher de nos services pour qu'on puisse vous présenter les 2 calculs et que vous puissiez prendre votre décision en étant parfaitement informé des 2 alternatives. C'est là aussi notre mission de vous informer de quelle pourrait être la durée de l'une ou l'autre des alternatives. Alors, comme vous le savez, à cause de la crise sanitaire, nous avons eu différents amendements qui ont eu pour cause de rajouter un délai d'1 an pour l'obtention de la certification Qualiopi. Quel est l'impact de ces amendements sur le cycle de certification? Alors, l'impact va être de nature. Bien sûr, ceux qui ont été certifiés en 2019 et 2020 ont 4 ans de certification et peuvent faire un audit de surveillance entre le 14e et le 28e mois, alors que ceux qui ont été certifiés en 2021 sont revenus sur la durée initialement prévue par les textes de loi, donc avec un audit de surveillance à programmer entre le 14e et le 22e. Très bien. Et pourquoi nous en parler maintenant? Y a-t-il une urgence? Alors, c'est vrai qu'on vous a mis ici un petit peu ce qui va se passer. Donc, 2022, entre janvier et décembre, que va-t-il se passer? Eh bien, on s'aperçoit en fait que plus l'année va avancer, plus il va y avoir d'audits de surveillance. Pourquoi? Et en fait, dans ces pavés ici rouges, c'est que tous les certifiés de janvier à, on va dire, octobre 2020 n'auront pas le choix et vont devoir réaliser l'audit de surveillance en 2022. Et on s'aperçoit que ça va plutôt être sur le 2e semestre que le 1er. Et au même titre, nous estimons que les certifiés de janvier, février et mars 2021 n'auront pas le choix d'avoir l'audit de surveillance là aussi en 2022. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ici on insiste? C'est que le 2e semestre va être particulièrement chargé. Donc, si on devait vous inviter, en tous les cas, à avoir une réflexion, c'est de se dire dans quelle mesure pouvons-nous réaliser l'audit de surveillance avant le 2e semestre? Parce que là, clairement, on va avoir des difficultés, je pense, de programmation et d'autant plus que de très nombreux audits de surveillance vont être basés sur des demi-journées. Notre estimation côté certifié ISQ, c'est que 55% des audits vont être sur une base de demi-journée. Donc, il est beaucoup plus difficile de programmer les demi-journées qu'une seule journée. Autant une journée, elle se fait, mais faire 2 demi-journées sur une journée n'est pas toujours possible, surtout si ce n'est pas en distanciel. Donc, voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire. Très bien. Et qui donne le top départ de l'organisation de cette audit de surveillance? Alors, le top départ va être donné par l'ISQ et on va vous adresser un mail. En règle générale, pour les certifiés 2021, on va vous adresser un mail le 11e mois après l'obtention de votre certification, un mail d'appel. Là, on vous invite en fait à remplir en ligne un formulaire. Vous allez nous préciser un certain nombre d'éléments et de changements. Bien évidemment, s'il n'y a pas de retour de votre part, une relance un mois après, une 2e relance, sans oublier qu'on va faire aussi des relances téléphoniques, bien évidemment. Et derrière ça, qu'est-ce qui va se passer? Bien, en fonction des évolutions, nous allons voir s'il est nécessaire de rédiger ou non un avenant au contrat parce que vous pourriez peut-être solliciter un retrait de catégorie, vous souhaitez abandonner la VAE, vous souhaitez faire avant une extension. Bref, en fonction de vos situations individuelles et particulières, on va analyser tout ça et voir s'il y a lieu de modifier le contrat initial. Et derrière ça, bien sûr, on va passer à la programmation de l'audit. Ça va de soi.
Alors, maintenant, un petit point quand même. Si l'ISQ se veut proactive, on peut bien évidemment être réactif. Et aujourd'hui, un certain nombre de prestataires nous sollicitent bien en amont du 11e mois pour des questions de programmation, de gestion des équipes. Et si vous souhaitez programmer votre audit de surveillance sans attendre qu'on vous adresse un mail, n'hésitez pas à revenir vers nous, à téléphonez-nous, envoyez-nous un mail et on pourra enclencher le processus en amont, bien évidemment, de ce que nous avons nous programmé. Et pour la suite, quelle va être la marche à suivre pour préparer cet audit de surveillance? La marche à suivre, c'est qu'à réception de vos éléments, on va conduire ce qu'on appelle l'analyse de risque, en tous les cas côté ISQ et côté auditeur. Et dès lors qu'on aura cette analyse de risque, on va revenir dessus. Eh bien, vous recevrez en amont de l'audit un plan d'audit, comme vous avez, ça a été le cas pour l'audit initial. Et derrière ça, il y aura bien sûr la conduite de l'audit, qu'il soit en présentiel ou en distanciel. Et justement, selon quelle modalité va-t-il se réaliser cet audit? Et en fait, on va prendre le contre-pied de ce que vous avez eu lors de l'audit initial. Donc, initial, présentiel, la surveillance va être en distanciel. Si vous étiez en distanciel à l'audit initial, là, vous devez avoir obligatoirement un audit présentiel sur l'audit de surveillance. Alors, il y a quelques exceptions. C'est vrai, l'analyse de risque peut conduire votre certificateur à remplacer l'audit distanciel de surveillance par un audit présentiel. Parce qu'il estime que les risques liés à une forte augmentation de votre activité, parce qu'il y avait eu beaucoup de non-conformités, parce qu'il y avait des non-conformités majeures, particulièrement sévères, ou parce qu'il y avait peut-être une défaillance dans la maîtrise de la sous-traitance. Donc, tous ces éléments-là pourraient conduire le certificateur à vous imposer un audit présentiel, au même titre que certains qui bénéficieraient d'un audit distanciel peuvent toujours demander, pour des questions de commodité ou de difficulté digitale, à bénéficier d'un audit de surveillance en présentiel, bien évidemment. Alors, un arrêté est sorti en toute fin d'année 2021. Quel est l'impact pour moi qui vais bientôt passer mon audit de surveillance? Et en fait, il y a eu bien sûr un décret et un arrêté, donc les 28 et 30 décembre. Par contre, tout ceci n'a aucun impact sur l'audit de surveillance. Les aménagements, que ce soit sur les modalités de réalisation en distanciel et ou les aménagements concernant les dates de réalisation d'audit, ne concernent que les audits initiaux. Très bien, c'est noté. Et qu'en est-il de la durée de l'audit? Si mon périmètre n'a pas bougé depuis l'audit initial, j'ai le même nombre de sites, même nombre de catégories, quelle sera la durée? La durée, en fait, vous allez la retrouver dans le devis qui vous avait été adressé lorsque vous avez contractualisé avec l'ISQ. Donc là, on ne va bien sûr pas la modifier. Il faut simplement garder à l'esprit qu'il n'y a pas d'audit aménagé lors de l'audit de surveillance et pas plus qu'une augmentation ou une baisse de votre chiffre d'affaires n'aura d'impact sur votre durée, puisque le question-réponse du gouvernement, dans sa question numéro 2.7, précise bien que le certificateur ne demande pas de mise à jour du chiffre d'affaires par la transmission d'un nouveau BPF. Donc, on va garder exactement le même chiffre d'affaires comme base de calcul de la durée que ce qui avait été déclaré lors de votre demande initiale. Et si à l'inverse, j'ai réalisé une extension entre-temps, que ce soit de site ou de catégorie, qu'en est-il de la durée d'audit? Eh bien, c'est forcément avec une évolution, extension de site ou extension de catégorie que là, votre durée d'audit va être, ou même, je dirais aussi, abandon de catégorie. C'est en fonction de ce type d'évolution que la durée pourrait être vue soit à la hausse, soit à la baisse, avec un avenant au contrat, bien évidemment. Très bien, donc un petit exemple à nous montrer. Bon, l'exemple classique, on dit de surveillance, je réalise un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros, eh bien, j'ai la durée de base qui s'impose à moi. C'est un jour et je propose 2 catégories d'actions. Formation, c'est le premier, donc 0,5 jours de plus, et le 4e pour l'apprentissage. Et donc, mon audit de surveillance sur ce monosite de plus de 750 000 euros sur 2 catégories sera de 2 jours. Et pour les multisites, doit-on aller auditer autant de sites qu'à l'audit initial ou c'est différent? Non, là aussi, ça c'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui sont multisites. On se rappelle que lors de l'audit initial, il y avait la fameuse règle de la racine carrée imposant donc la visite d'un certain nombre de sites. Par contre, lors de l'audit de surveillance, on n'applique pas cette règle de la racine carrée et seul un site, idéalement qui n'a pas été audité lors de l'audit initial, sera audité en complément de la fonction centrale. Très bien. On en sait plus maintenant sur la modalité et la durée, mais qu'en est-il de l'auditeur? Qui va venir nous auditer? Alors,
on apprend en marchant. C'est vrai que ce que nous avions initialement pensé, c'est que ce serait idéalement en fait l'auditeur qui avait réalisé l'audit initial. Maintenant, on s'aperçoit dans les faits que ce n'est pas toujours possible parce que certains ne sont plus en activité, parce qu'en fait, certains auditeurs ne sont pas forcément dans le périmètre géographique du prestataire, et lorsque c'est du présentiel, eh bien là, les frais de déplacement, qu'ils soient supportés par nous ou par le prestataire, sont juste exorbitants. Et puis aussi, il se peut que certains prestataires se demandent quelquefois aussi à changer d'auditeur. Donc, en fonction de tous ces éléments, on essaye toujours de privilégier le même auditeur, mais on s'aperçoit que dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que nous l'avions imaginé. Plus tôt dans ce webinaire, vous nous avez parlé d'un formulaire que vous allez nous transmettre. Quels sont les éléments que vous allez nous demander? Bien, en fait, ce formulaire vous permet, côté ISQ, de confirmer un certain nombre d'informations que nous avons dans nos systèmes et que vous nous aviez communiquées lors de l'audit initial. Ça peut être l'effectif, ça va être votre adresse, vos coordonnées, etc. Et on va aussi vous interroger sur quelles sont les évolutions, les changements que votre organisme a pu avoir pendant cette année et demie qui vient de s'écouler. Il se peut que ce soit des changements juridiques, organisationnels. Vous ne faisiez pas et vous faites aujourd'hui appel à la sous-traitance. Matériel, vous avez des nouveaux locaux, vous avez un nouveau plateau technique. On va vous demander aussi est-ce qu'il y a eu des changements côté ressources humaines. Il y a peut-être eu également une évolution commerciale, une forte augmentation de votre chiffre d'affaires, une diminution du chiffre d'affaires. Vous ne faisiez pas de titre RNCP lors de l'audit initial, vous en faites aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres changements. Donc, c'est l'objectif. On a besoin d'appréhender toutes ces évolutions pour mener notre analyse de risque avant de déterminer le plan d'audit. Et quels sont les objectifs de l'audit de surveillance? Je dirais que l'objectif est très simple. Alors, on est bien sur de la surveillance, plutôt que, et c'est d'ailleurs intéressant de garder ça plus que certains disent audits de contrôle. Nous, on est bien quand même là pour surveiller plus que contrôler. C'est de vérifier que le référentiel en vigueur pour lequel vous avez été certifié, eh bien, vous le mettez toujours en pratique et que vous avez toujours les conditions qui vous permettent de maintenir votre certification, en sachant qu'on va bien évidemment avoir un certain nombre d'attentions particulière qu'on va détailler un petit peu après. Et pour un organisme multisite, l'enjeu est-il différent? L'enjeu va être le même, sauf que sur un audit multisite, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, on ira auditer un site qui ne l'a pas été lors de l'audit initial et qu'il y a toujours un audit de la fonction centrale qui est réalisé en complément de l'audit de site. Comme vous l'avez dit plus tôt, beaucoup d'audits de surveillance sont des audits d'une demi-journée. Cela veut donc dire qu'on a moins de temps que l'on avait à l'audit initial. Comment cela va-t-il faire? Aurons-nous le temps de tout voir? Alors ça, en fait, la question de temps, la pression du temps sur l'audit de surveillance est quelque chose qui va vraiment être prégnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que dès lors que j'ai un organisme qui a un chiffre d'affaires de moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai une demi-journée, quand bien même je puisse faire formation, bilan de compétences et VAE. Seul l'apprentissage majore la durée d'une demi-journée. Donc, ça veut dire qu'un organisme de formation qui assurait également de la VAE et le bilan de compétences, eh bien, aura un audit de surveillance d'une demi-journée. Donc, on comprend très bien qu'en une demi-journée, on ne peut pas voir tout, en tous les cas dans le détail, mais tous les éléments. Juste pour un petit calcul auquel on s'est livré, 3 catégories d'actions, ça représente potentiellement 60 indicateurs potentiels et donc 2 minutes 30 par indicateur. Alors 2 minutes 30, c'est le temps de questionnement de l'auditeur, c'est le temps de l'observation de l'auditeur et que vous trouviez vos éléments à présenter, et c'est le temps de prise de note de l'auditeur pour un indicateur, vous rappelant que, bien évidemment, si certains éléments peuvent être mutualisables sur différentes catégories, lorsqu'on est amené à étudier le dossier d'un bénéficiaire comme élément de preuve, eh bien, on aura un élément de preuve pour la formation, un pour la VA et un pour le bilan de compétences. Donc, on ne pourra pas se soustraire à l'observation de 3 dossiers sur 3 catégories d'actions. Et au final, peut-on avoir une réponse claire sur qu'est-ce qui sera audité? Alors, je vais me répéter parce que c'est vraiment important. Ce qui va être audité va essentiellement dépendre déjà de la durée qu'on a évoquée juste avant. Et après, il y a un certain nombre de priorités qui vont être
déterminés par l'auditeur. On va bien sûr d'abord s'assurer que les plans d'action qui avaient été décidés pour les non-conformités majeures et mineures ont bien été mis en œuvre et sont toujours mis en œuvre. Et donc là, vous avez réglé les difficultés qui avaient été identifiées. Derrière ça, bien évidemment, on va aussi pouvoir essayer d'appréhender en quoi les évolutions importantes que vous auriez partagées avec l'auditeur, soit dans le formulaire ou lors de la réunion d'ouverture, eh bien, en quoi ces modifications importantes pourraient avoir un impact sur votre capacité à maintenir votre certification. Il y a bien sûr un temps qui va être dévolu au contrôle de l'utilisation du logo. Et derrière ça, n'oublions pas que pour ceux qui ont eu des audits aménagés, l'auditeur ira forcément peut-être regarder un peu plus les indicateurs qui n'avaient pas été audités, plus que ceux qui l'ont déjà été. Et pour les nouveaux entrants, là aussi, on se rappelle que l'indicateur 22, le 32 ne sont pas audités lors de l'audit initial pour les nouveaux entrants. Bien évidemment, l'auditeur ira peut-être jeter un regard plus particulier là-dessus. Sans oublier, bien évidemment, le triptyque 30 plus 31 égale 32. La démarche d'amélioration continue, normalement, est systématiquement auditée, donc les 3 derniers indicateurs du référentiel. Et pour finir, quels sont les temps forts de cet audit? Classique, comme à l'audit initial, réunion d'ouverture, vérification du périmètre, échange, identification d'un certain nombre d'actions comme échantillon. Derrière ça, eh bien, l'audit de l'auditeur, un temps de synthèse pour lui et une nouvelle fois une réunion de clôture où il vous précisera eh bien, pour les indicateurs qu'il aurait eu le temps d'auditer, ben, quel est l'état de la situation. S'il ne devait pas en faire, eh bien, à ce moment-là, il vous fera simplement état qu'ils n'ont pas été audités, bien évidemment. Et si lors de mon audit de surveillance, l'auditeur relève des non-conformités, que ce soit des nouvelles non-conformités ou des non-conformités qui avaient déjà été relevées lors de l'audit initial, quelle va être la marche à suivre? Bien, en fait, toujours pareil, on va garder exactement les mêmes timings de traitement des non-conformités que ce qui avait été défini ou ce qui était défini pour l'audit initial. Maintenant, une non-conformité mineure qui perdurerait serait à ce moment-là requalifiée en majeure et vous aurez à nouveau un délai de 3 mois pour corriger. Et si vous deviez avoir une majeure, eh bien, on vous laissera peut-être le temps de la corriger dans les 3 mois impartis, mais si vous n'y arrivez pas, là, vous risquez en fait plus que même une suspension, ça peut même aller au pire du pire jusqu'à un retrait de la certification. Alors, on arrive sur cette dernière partie. Alors, je sais que Benjamin nous tire l'oreille, il faut qu'on se presse, on se presse. Pressons-nous donc sur le logo. Simplement, rappel, on va peut-être effectivement aller droit au but, à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que je peux, sur quoi s'appuyer déjà pour trouver ce que je peux ou ne peux pas faire? Alors, il faut s'appuyer sur la charte graphique Calliope du 7 décembre 2020 qui vous a été transmise lorsque vous avez été certifié. Donc, cette charte graphique a donc été publiée lorsque le DGFP a mis à jour son logo. Nous avons à gauche l'ancien logo qui ne possède pas le bandeau Marianne et à droite le nouveau logo avec le bandeau Marianne. Donc, c'est celui-là que vous devez utiliser. Allez, en avant pour Marianne. Alors, le logo, avec quoi je dois l'utiliser? Alors, le logo seul ne suffit pas et il faut préciser pour quelle catégorie d'action vous avez été certifié. Donc, il y a une phrase obligatoire à mettre. La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'action suivantes, si vous en avez plusieurs. Et là, vous faites le listing des catégories d'action pour lesquelles vous êtes certifié. Magnifique. Donc là, on va passer très rapidement. J'ai juste allé à la slide suivante, Raphaël, parce que je crois qu'on ne peut pas s'improviser Picasso ou Monet. Exactement, Marc. Malheureusement, tel que vous le recevez, le logo, tel que vous devez l'utiliser. Vous n'avez pas le droit de l'adapter aux couleurs de votre société. Vous n'avez pas le droit de l'agrandir, mettre des petits effets transparents, 3D, couleurs, tout ça, vous n'avez pas le droit. Vous devez l'utiliser tel que vous le recevez. Voilà, donc là, pas de créativité. Alors là, est-ce qu'on est bon? Alors là, on est bon. Comme on le voit, on a un fond photographique, c'est autorisé. Mais vous devez utiliser le logo Calliope dans son cartouche blanc afin qu'il ressorte. Hein. Et même si c'est un fond coloré, j'ai un fond noir, rouge, jaune, en pied de page, pareil, même chose, il faut l'utiliser dans son
cartouche rectangulaire. Cartouche blanc rectangulaire et avec les actions pour lesquelles vous êtes certifié. Et alors, au final, Raphaël, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire? Alors, cette utilisation du logo qui, je suis sûr, vous questionne beaucoup. Alors, partie de gauche, ce que j'ai le droit. Alors, sur un site internet, page d'accueil, pied de page ou dans des onglets dédiés du type qui sommes-nous, démarche qualité, nos certifications, vous avez le droit d'utiliser, mais toujours en précisant les actions certifiées. Sur un catalogue de formation qui reprend toute votre activité. Également, première page, vous avez le droit de mettre le logo Calliope, les catégories d'action, c'est autorisé. Troisième point, des diaporamas pour présenter les organismes, pour des appels d'offres notamment. Pareil, lorsque vous présentez votre organisme, nos certifications, le logo Calliope qui va bien avec les catégories d'action. Sur des affiches ou des brochures qui mettent en avant l'organisme et son fonctionnement. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme formation, c'est le taux de satisfaction. Sur ce genre de brochure-là, vous avez le droit d'utiliser le logo Calliope. Et ensuite, sur une signature de mail et une carte de visite, vous avez également le droit d'utiliser le logo Calliope, mais toujours en utilisant la phrase qui indique les catégories d'action certifiées. Donc, ça peut être un peu un casse-tête de mise en page, mais l'important, c'est que la phrase y soit. Ensuite, partie droite, le « je n'ai pas le droit ». Donc, vous n'avez pas le droit d'apposer le logo sur les plaquettes de formation, car la certification Calliope est une certification de processus. C'est l'organisme qui est certifié Calliope et non pas les prestations que vous proposez. Et par conséquent, ça implique que le logo, vous ne pouvez pas l'utiliser non plus dans des documents qui sont liés à des actions de formation en particulier. Nous avons là une petite liste: devis, convocation, convention, contrat, feuille de présence, attestation de formation. En fait, tout ce qui est lié à une action de formation en particulier, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Et nous avons le troisième point un peu plus sensible, qui est le papier en tête. Nous avons décidé que c'était plutôt pas recommandé, car il est difficile de contrôler la diffusion et le contenu du document. Mettons que lorsque vous avez un document vierge, et pour l'instant, l'utilisation est conforme, mais ensuite, en fonction de, in fine, le contenu qui sera posé sur ce papier pourra faire pencher la balance du mauvais côté. Et donc, pour une question de sécurité, il est plus sage de ne pas l'utiliser. Très bien. Donc, vous nous avez fait on a fait un petit sprint final dans ce marathon et c'est pas grave. Et donc, je crois, Benjamin, qu'on en arrive non pas à l'heure, mais au quart d'heure des questions-réponses. Oui. Tout à fait. Alors, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée et de pertinence. Donc, sur la partie 1, revenons un peu sur la partie 1. On nous demande la chose suivante. Si on ne s'adresse pas aux demandeurs d'emploi, doit-on quand même s'inscrire sur Kairos? Si vous n'avez pas de compte Kairos et que vous ne vous adressez pas aux demandeurs d'emploi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. D'accord, super, merci Marc. Alors, on s'adresse au CPF, mais salariés uniquement. Toujours la même chose, doit-on faire la démarche Kairos? Non, parce que ça, c'est différent. Mon compte formation, c'est en lien avec Head Off. D'accord, très bien. Alors, une question sur les délais de mise en place et de mise à jour. Quel est le délai de mise à jour de cette liste des organismes préparant à cette certification? Donc, je vous invite à regarder LinkedIn. Il y a le Squad Qualité là, qui a fait un post ce matin qui vous présentera un petit peu la difficulté. Sur les délais, la liste des organismes certifiés Calliope mis à jour par la DGEFP, ceci est mis à jour tous les jours. Pour ce qui est de la mise à jour des listes des organismes habilités à délivrer une certification sur France Compétences, ça, je vous invite à voir avec France Compétences et surtout avec le certificateur, puisque il faut déjà que le certificateur notifie France Compétences de l'évolution de sa liste d'organismes habilités ou certifiés. Très bien. Alors, une affirmation, pas tellement une question. Je rencontre des difficultés pour télécharger depuis le site data.gouv de la liste. Je rencontre des difficultés à télécharger la liste. Bien, écoutez, vous faites la même expérience que nous, donc il est vrai que les services informatiques de l'État sont quelquefois défaillants. Voilà, malheureusement, on peut pas agir là-dessus. Alors, une question. Donc, la réception de notre certificat, avons-nous des démarches à faire pour le déclarer auprès des financeurs ou est-ce que cette remontée est faite par l'ISQ et est-ce qu'elle suffit?
Alors, la remontée des certifiés dès lors, enfin, la remontée se fait à 16 heures. Donc, tous les comités de certification se tiennent le matin, de telle sorte qu'un nouveau certifié soit visible dès le lendemain dans la liste de la DGEFP. Bon, si tant est qu'elle soit accessible et qu'elle fonctionne. Mais ça, on n'y peut rien. Nous, c'est remonté, donc on a fait le job. Après, est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Eh bien, si vous êtes sur Keros, on s'aperçoit que là, vous devez faire une démarche spécifique. Et après, nous ne maîtrisons pas quelles peuvent être les demandes, ce que peuvent imposer certains financeurs publics. Mais normalement, la liste des certifiés publics accessibles au data.gouv est la liste et la seule et unique liste qui est valable. Maintenant, je sais que certains financeurs, quelquefois, vont demander à avoir une copie de votre certificat, etc., etc. Mais ça, ce n'est pas réglementaire, c'est simplement décidé par le financeur en particulier. Très bien. Toujours sur la partie 1, après on reviendra un peu sur la partie 2. Comment déclarer une liste partenaire si nous sommes juste habilités à former et à certifier? En fait, si vous faites des titres RNCP qui sont détenus par le ministère du Travail, c'est au ministère du Travail de vous intégrer dans sa liste. Si vous êtes un organisme de formation aux langues et que vous utilisez par exemple le TOEIC, on sait qu'il y a à peu près 60% des tests qui ont sauté fin décembre avec France Compétences, là c'est à ETS de vous intégrer dans sa liste. Donc là, c'est à voir avec chacun des certificateurs au RNCP et au ORES. Très bien. Une petite dernière sur la partie 1. Alors, on nous demande à qui doit-on s'adresser pour favoriser le référencement des titres inscrits au RS sur EDOF lorsqu'on est un petit organisme de formation. Et entre parenthèses, on nous précise que EDOF n'a pas de conseil particulier à donner. À qui s'adresser pour favoriser le référencement des titres inscrits au RS sur EDOF? Je ne saurais pas répondre à la question. Bon, eh bien, écoutez, elle restera. Vous pourrez peut-être nous la reposer directement par écrit et on essaiera de se pencher un peu plus longuement sur la réponse. Exactement. Alors, on en vient à la partie 2. Alors, la partie 2. Bon, j'ai toujours les éternelles questions sur les logos, on y reviendra. Alors, je commence. Donc, une petite question sur l'audit de surveillance. Lorsque nous avons bénéficié d'un audit initial aménagé, et que nous avons, après l'audit, obtenu une certification, sommes-nous audités sur ces critères spécifiques aux certifications lors de l'audit de surveillance? Autrement dit, l'audit de surveillance ne s'opère-t-il que sur les indicateurs vus lors de l'audit initial? Alors, non, une nouvelle fois, comme précisé, la notion d'audit aménagé ne s'applique qu'à l'audit initial. Donc, ça, c'est important. Et le contenu de l'audit va dépendre, comme je l'ai dit, d'une part du temps et avez-vous eu des non-conformités majeures ou mineures? Si oui, l'auditeur va forcément s'assurer que les plans d'action sont toujours mis en œuvre. Et a priori, il va auditer aussi tout le process d'amélioration continue, donc 30, 31 et 32. Et on voit déjà que 30 et 31 n'étaient pas audités en aménagé. Et après, l'auditeur va aussi peut-être s'intéresser plus particulièrement, et pas que, mais aux indicateurs qui n'auraient pas été justement audités lors de l'audit initial. Donc les 4, les 5, les 6, et j'en passe. OK, super. Alors, une question, si on achète un centre de formation qui est déjà certifié Calliope, est-ce que les certificats restent ou est-ce qu'il faut repasser un audit initial et se remettre dans le cycle? Alors, en fait, on ne peut pas répondre simplement à cette question, c'est vraiment du cas par cas. Je m'explique. Tout dépend, en fait, du fait du maintien actif ou non du NDA qui porte la certification. Si le NDA de l'entreprise que vous rachetez, compte tenu de l'opération capitalistique qui est réalisée, a un impact sur le NDA et que celui-ci est amené à disparaître, là, vous devriez repartir sur un nouvel audit et un nouveau cycle complet. Si vous le rachetez, mais sans, dans votre opération, ça n'a pas d'impact sur le NDA parce que c'est simplement une filiale, là, normalement, vous devriez, le NDA conservera sa certification. Mais c'est vraiment lié au NDA. Très bien. Une petite question sur les audits blancs. On nous demande si on a la possibilité d'avoir un audit blanc
comme pour l'audit initial, mais pour l'audit de surveillance. Alors, les textes, et Raphaël les connaît bien aussi, nous n'avons pas le droit en tant que certificateur de réaliser l'audit blanc avant l'audit de surveillance. Et je pense que l'ISQ devrait pouvoir vous proposer une solution très, très, très prochainement. Très bien. Donc, on reviendra sur ce point prochainement. OK, bon, on en vient à l'utilisation du logo parce que ça nous avait manqué. Alors, une petite nouvelle. Est-ce possible de mettre le logo sur une application smartphone, du coup? Une application smartphone. Vous ne l'avez pas eu encore. Ah non, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Et après, une nouvelle fois, c'est au cas par cas. Regardons l'appli. Si l'appli se présente un petit peu comme mon site internet où j'ai une page, une landing page principale où là, je présente l'organisme et qu'il y a le logo avec la phrase que Raphaël a évoquée, on va dire oui. Par contre, faire figurer sur l'appli le logo Calliope, indépendamment de la place ou de la mise en page sur un smartphone avec la phrase qui va bien sur les pages qui seront spécifiques à des formations, la réponse sera non. Très bien. Alors, une question en sens inverse. Sur quel document sommes-nous obligés d'apposer le logo, en fait? Alors, obligé, non, il n'y a aucune obligation. C'est votre choix personnel. Vous pouvez ne pas l'utiliser ou l'utiliser. Mais si vous l'utilisez, vous avez des règles à respecter, notamment celles qu'on a décrites tout à l'heure lors du webinaire. Très bien. Alors, je les prends un peu au fil de l'eau. Alors, nous avons un stock de papier en tête avec le logo incorrect. Peut-on continuer à l'utiliser ou non, en sachant que nous avons modifié le bon à tirer maintenant? Alors, je dirais que non. N'est-ce pas? L'idée est non. Maintenant, on ne peut pas l'empêcher. Je sais que ce ne serait pas très écologique de jeter. Donc, à défaut, servez-vous-en au moins un papier brouillon. Voilà. OK, je regarde. Tac, tac. OK, une petite dernière sur les logos. Autre question. Donc, sur une plaquette présentant l'organisme en général, avec les sites et les grandes thématiques de formation, peut-on utiliser le logo Calliope? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Si c'est un document qui présente votre organisme, ce que vous proposez, mais pas en rentrant dans le détail de la formation, par exemple, formation prendre la parole en public, qui dure 8 heures, qui coûte tant, avec les prérequis, ça, non, ce n'est pas autorisé. Mais si c'est un document qui fait les grandes lignes de votre organisme, là, il n'y a pas de souci. Très bien. Je reviens sur une question qui est un peu à côté, mais qui est récurrente. On n'est plus sur l'utilisation du logo. On nous demande si le siège déménage, si le siège d'un OF déménage, qu'advient-il de la certification Calliope? En fait, le siège, peu importe. Vous avez une obligation d'information de votre certificateur. Si vous déménagez dans la même... donc là, on mettra à jour, bien évidemment, les informations et éventuellement, même sûrement, le certificat. Maintenant, si vous déménagez dans la même région, ça n'a pas d'impact sur votre NDA, donc là, il n'y a pas d'évolution. Si d'aventure, en reprenant l'exemple de déménagement d'Île-de-France en région, eh bien à ce moment-là, votre NDA va changer, mais là, ce cas est prévu donc, dans le question-réponse du gouvernement. Il n'y a pas d'impact sur votre certification, simplement le certificateur doit mettre à jour votre certificat en y apposant le nouveau NDA. Par contre, ce qui est important, et là j'insiste, c'est que ne faites pas les choses à l'envers. Si vous informez l'administration que vous avez déménagé et que vous n'avez pas encore le NDA, vous risquez d'avoir une rupture. Donc, il est important, en tous les cas, d'avoir le nouveau NDA avant d'arrêter l'autre. Très bien. Merci pour cet éclairage, Marc. Écoutez, il est 13h01. Je suis navré, mais comme d'habitude, nous n'aurons pas le temps de passer en revue toutes vos questions qui ont été très nombreuses. Alors, juste 3 points. Je vous rappelle qu'à l'issue de ce webinaire, nous enverrons le support de présentation au format PDF, que la rediffusion du webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, que vous retrouverez également, et vous retrouvez dès à présent sur notre chaîne YouTube, l'ensemble des webinaires qui concernent l'AS, donc l'audit de surveillance, et qui concernent tous les sujets qui concernent la certification. Voilà. N'hésitez pas également à consulter notre site web. Sur la page Calliope, vous retrouverez une section FAQ
qui pourra répondre à vos questions et que nous alimentons de façon régulière. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Magnifique. Écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention, de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à venir nous retrouver le mois prochain et on en fera un chaque mois. Pour justement aussi rompre un petit peu la monotonie, sachez que nous travaillons à inviter des intervenants extérieurs pour venir un petit peu agrémenter, faire une première partie. Hein. Bon, on n'est pas non plus dans un concert, mais on aurait des premières parties peut-être. On pense au handicap, on pense peut-être à tout ce qui est accessibilité des locaux et les notions de RP. Donc, on est en train de travailler, de se rapprocher auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs qui pourraient venir agrémenter un petit peu nos contenus. Donc, suivez bien toutes les annonces des futurs webinaires que lancera Benjamin. Très bonne fin de journée et à très vite. Merci à toutes et tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.